Vous dites que Meksa Nkombessi ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est impossible. Parce que la Constitution le lui interdit. Le lui interdit. Absolument. Mais dans un État où, justement, la Constitution devient un chiffon, excusez-moi du terme. Mais oui, bien sûr. Est-ce que, dans ces conditions-là, il y a des garanties qui ne puissent pas accéder? Madame, la Constitution ne peut pas être intrinsèquement un chiffon. Ce sont des êtres humains, ce sont des dirigeants qui ne respectent pas la Constitution. C'est d'eux que je parle. C'est d'eux que je parle, que dans un État où les dirigeants ne considèrent pas que la Constitution est la loi fondamentale et qu'il faut respecter ces dispositions. Exactement. Eh bien, évidemment, dans ces conditions, Nkombessi va devenir président de la République. Non, mais justement, s'il le devient, ça veut dire que tout le monde aura violé la Constitution. Bien sûr. Si c'est une question d'hommes, c'est pour ça que j'insiste souvent pour dire que ce ne sont pas les textes qui posent problème, c'est leur application. Et l'application, elle est faite par des hommes et les intentions qu'ils ont. Même cette Constitution qu'on nous présente avec des intangibilités. Quand les militaires ont pris le pouvoir, vous pensez qu'ils ont demandé la permission de quelqu'un? Non. Donc on a beau mettre toutes les intangibilités qu'on veut, mais si un militaire arrive et prend le pouvoir du même, il va prendre la Constitution, il va la déchirer. Donc tout cela, ce sont des considérations factices. Ou pas seulement un militaire, quelqu'un d'autre qui ne n'importe qui, il n'y a rien d'intangible, madame. Il n'y a rien d'intangible, même lorsqu'on parle du droit foncier, quand on parle du droit à l'accession à la propriété. Le droit à la propriété, à l'accès à la propriété. On va avancer, le temps. Il n'y a pas de problème, mais la plupart des gens qui ont acquis des terres, des étrangers est-ce qu'ils ont acquis ces terres en tant qu'étrangers ou en tant que Gabonais? Ce sont pour la plupart, c'est Libanais ou c'est Maliens ou tout ce que vous voulez, ce sont des gens à qui on a accordé la nationalité. Donc ça ne changera strictement rien. Ce sont des gens à qui on a donné très facilement la nationalité et qui ont acquis cette terre-là. On ne pose pas la question de savoir comment est-ce que des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain détenteurs de passeports gabonais, les gens ont été transformés en Gabonais si peu de temps. On ne pose pas ce problème. C'est le vrai problème qu'il faut poser. Mais ce sont les problèmes qu'il faut poser, les gens qui ont géré l'État. Et vous allez voir d'ailleurs que cette Constitution, qui est le plus enthousiaste à son adoption? Ce sont les pédégistes. Regardez l'enthousiasme, ceux qui sont en train de faire campagne. Et d'ailleurs, même une bonne partie des rédacteurs, ce sont des anciens pédégistes. Ce sont des gens qui donnaient la caution à l'ancien système du PDG et qui aujourd'hui font partie des rédacteurs de cette Constitution. C'est eux qui trouvent le plus leur compte sur cette Constitution. Ils ont violé la législation. Ils ont donné la nationalité gabonaise à tout va. Ils ont nommé des gens à tout va. Et maintenant, on accuse la Constitution. Ça veut dire que ça dédouane tous les dirigeants d'hier de tous leurs méfaits. D'accord. Alors, par rapport toujours à ces critères, le vice-premier ministre, le professeur Alexandre Barrot-Chambrier, a fait une déclaration en disant qu'il ne peut pas du tout se sentir gêné par ces critères, de même que l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, Jean Ping aussi. Bon, d'ailleurs, Barrot-Chambrier a dit que tout le monde n'a pas vocation d'être président de la République. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce que M. Chambrier dit à ce sujet-là, ça n'engage que lui. Ça n'engage pas tous les Gabonais. Tout ce dont il est question là... Parce que ce sont quand même des binationalités, non? Mais bien sûr, mais je dis bien que ça n'engage que lui. Parce que s'il estime que lui n'a pas d'ambition présidentielle, ou alors qu'il n'en a plus, et qu'il est prêt à faire en sorte que ses propres enfants, qui ne remplissent pas les critères au titre de la nouvelle Constitution, n'ont pas le droit d'avoir des ambitions, notamment présidentielles, ça n'engage que lui. Ça ne m'engage pas, ça n'engage pas d'autres citoyens. Vous avez cité M. Jean Ping, celui qui a gagné l'élection de 2016. Et je suis choqué de ce que, justement, les gens font la confusion entre quelqu'un comme M. Nkombessi et M. Jean Ping. Jean Ping est né gabonais. Moi, j'ai connu le père de Jean Ping, j'étais tout petit. Mon père a dirigé le Trésor public à Omboué à l'époque. Le père de M. Jean Ping est arrivé au Gabon, je crois, à 19 ans ou 20 ans. Il a même été président du conseil départemental. Mon père me racontait souvent que ce monsieur, lorsque l'État était défaillant, notamment pour payer les salaires des fonctionnaires, du moins des agents de la collectivité départementale, que M. Ping prenait l'argent de sa poche pour le régler. Voilà quelqu'un qui était un amoureux du Gabon, qui a fait des enfants gabonais. Et du jour au lendemain, on va lui dire non, vous n'êtes plus tout à fait éligible parce qu'il y a des gens qui ont acquis la nationalité, les Liban Suleiman, qui sont devenus gabonais, ils ont fait n'importe quoi. Madame, vous voyez bien que ça, ce n'est pas du tout juste. Maintenant, M. Jean Ping, sa décision, n'engage que lui. Nous sommes tous des citoyens, chacun est libre de dire ce qu'il veut. À titre personnel, j'ai adhéré à une association, d'ailleurs pour montrer que moi je suis un républicain. Une association des Nzebi, Banba Kenge, dont je suis membre. Et puis, j'ai réalisé qu'effectivement, ils soutiennent la création. M. Jean Ping a créé un nouveau parti politique. Et cette association les soutient. Sauf que moi, à titre personnel, je ne peux pas aller dans le sens d'aller être favorable à une constitution qui nie. Moi, rien ne peut m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle si je le veux. Mais qui nie à beaucoup de citoyens gabonais leurs droits civiques. Alors, nous allons continuer. Toujours dans les critères, hein, le fait qu'un président soit forcément marié, ça vous pose problème? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vraiment? Pourquoi je dis que ça n'a pas de sens?
Vous savez... vous m'étonnez beaucoup, hein? Oui, mais ce ne sera pas la dernière fois que je vais vous étonner. C'est pas la première fois non plus. Non, 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 madame, parce qu'il y a des choses qu'on ne met pas dans une constitution. Il y a des choses qui relèvent de la simple propagande. Quand on est dans les compétitions politiques, parce que, vous savez, la politique, c'est comme un marché, hein, où il y a une confrontation entre l'offre et la demande. Donc, ce sont des éléments que vous pouvez mettre en avant pour vendre votre image, pour avoir les suffrages de vos concitoyens. On ne va pas aller jusqu'à l'inscrire dans une constitution. Monsieur François Hollande est devenu président de la République française sans être marié. Nicolas Sarkozy était marié au moment de l'élection présidentielle. À peine arrive-t-il à l'Élysée que son épouse demande le divorce. Mais ça n'a pas fait un drame. Vous voyez, ce sont des choses qui relèvent de l'alcôve, qui relèvent de l'intimité des personnes. Ceux qui ont prévu ce genre de disposition, imaginons un instant, justement, qu'un président soit élu, il a une épouse, et que, chemin faisant, son épouse soit décède, ou alors son épouse... Mais c'est différent. Non, c'est différent que d'être célibataire demandant, en sollicitant le suffrage des Gabonais. Non, madame, parce que ça ne s'arrête pas au suffrage. Parce qu'une fois que vous avez sollicité les suffrages et que vos concitoyens les ont accordés, vous devenez chef de l'État et vous devenez justement assujetti à la Constitution. Moi, je parle des dispositions constitutionnelles. Je ne suis pas en train de parler de l'image. Mais je suis d'accord. Si avant de solliciter madame, le suffrage... je parle de droit. Oui. Le droit, je veux bien dire ceci. Si vous êtes déjà élu, vous êtes marié, en cas de décès ou de divorce, ça veut dire que, excusez-moi madame, puisque c'est une condition sine qua non pour être candidat, ça veut dire qu'une fois que vous êtes présent à la République, vous n'êtes plus marié, ou alors quelqu'un est décédé, ou alors la personne a divorcé, vous entrez en porte-à-faux avec la Constitution. Mais non, vous vous remariez. Madame. Vous n'entrez pas en porte-à-faux avec la Constitution. Non, madame, non, non. Nous sommes en Constitution. Mais bien sûr que nous sommes en Constitution. Non, madame, nous sommes dans le domaine du droit. Ça veut dire qu'il va y avoir, vous savez, par exemple, dans les constitutions, notamment aux États-Unis. Quelqu'un qui devient célibataire en fonction et celui qui était célibataire avant la fonction, c'est pas du tout la même catégorie. Madame, c'est pas du tout la même chose. Non, madame, nous parlons là de droit. J'allais vous donner l'exemple du président des États-Unis d'Amérique qui est élu en ticket avec un vice-président. Et le vice-président, sa fonction essentielle, c'est de remplacer le chef de l'État en cas de décès. En dehors du fait qu'il peut remplir certaines fonctions qui lui sont assignées par le président à sa discrétion. Pourquoi? C'est pour éviter de refaire les élections. Qu'est-ce qui va se passer? À supposer qu'il se marie. Mais il va y avoir un moment, entre le moment où la personne, justement, divorce et le moment où la personne va se remarier. Qu'est-ce qui va se passer? On va suspendre les institutions? Non, madame. Ça n'existe nulle part. Vous savez, il n'y a pas un seul pays. Nous n'allons pas réinventer la roue. Ok, je vous le concède. Oui. Je vous le concède, on continue. Allez-y, madame. Allez-y. Vous avez toujours prôné la réduction du mandat de 7 ans à 5 ans. À 5 ans, même voire 4 ans. Évidemment aussi, la langue s'ajoute. Ce sont les critères que vous remettez en cause. Alors, c'est quoi votre problème réellement? Oui, parce que, non, ce n'est pas moi qui ai des problèmes, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on met en place une constitution, il faut se poser la question de savoir ce qu'on vise comme objectif. Si on vise la démocratie, si on vise l'alternance, l'idéal, et si on vise d'ailleurs l'efficacité dans la gestion de l'État, l'idéal, c'est d'avoir des mandats qui sont relativement courts. Vous savez, si une puissance comme les États-Unis d'Amérique ont décidé d'adopter un mandat de 4 ans, qui n'est renouvelable qu'une seule fois, c'est à raison. Si toutes les démocraties de la Terre, je dis bien toutes les démocraties de la Terre, ont choisi des mandats électifs courts, c'est bien pour une raison. Vous imaginez, quelqu'un va arriver pendant 7 ans, madame. On raisonne comme si c'était une faveur qu'on accordait à un président de la République. On ne regarde pas le peuple souverain. C'est le peuple souverain, le détenteur de la souveraineté nationale, qui dit « je donne mandat à telle ou telle personne pour agir en mon nom pendant une certaine période ». Ce n'est pas du tout une récompense ou une prime qu'on va donner à quelqu'un. On ne peut pas personnaliser le débat constitutionnel. Si nous visons plus de fluidité dans le fonctionnement de nos institutions, dans le fonctionnement de la démocratie, il est mieux d'avoir des périodes beaucoup plus courtes qui permettent à la personne d'aller solliciter le renouvellement de la confiance du souverain et que cela puisse se faire ne serait-ce que 2 fois. Attendez, madame, excusez-moi, justement, parce que les gens ont tendance à donner comme argument qu'on peut commencer un certain nombre d'œuvres et qui demanderaient beaucoup de temps. Mais ça, c'est oublier que l'État ne se confond pas avec le président de la République. Dans le mot président de la République, le mot le plus important, c'est République, c'est pas président. Dans le mot chef de l'État, c'est pas chef qui est le plus important, c'est l'État. Il y a une continuité de l'État, il y a une continuité de l'administration. C'est vraiment insulter le Gabonais que de penser que seule une personne est capable de remplir des charges de président de la République. Et il y a beaucoup de Gabonais qui pourront continuer
le travail que l'autre aura commencé. Et ça donne aussi la possibilité, au cas où on s'engageait sur une voie qui n'est pas bonne, de rectifier le tir. Or, si on s'engage dans des durées de 14 ans, vous imaginez, madame, c'est toute une vie. Ce n'est pas pour rien que la plupart des démocraties, sinon toutes les démocraties du monde, sont arrivées à des mandats aussi réduits que 5 ans ou 4 ans. Le critère sur la langue. Le critère sur la langue, ça me pose le problème, encore une fois, parce que nous parlons de constitution. C'est pas tout qu'on doit mettre dans une constitution. L'idéal pour un Bantou, un Gabonais, qui est candidat à l'élection présidentielle, serait qu'il soit marié. Parce que ça donne un certain signal. De la même manière, parler une langue locale, ça donne aussi un signal qu'on est proche des populations, qu'on est en phase avec la culture du pays dans lequel on vit et qu'on aspire à diriger. On ne peut pas en faire une obligation constitutionnelle. Parce que, vous savez, dès lors que vous constitutionnalisez quelque chose, vous en faites une obligation, ça veut dire qu'il faut un certain nombre de modalités pour les mettre en œuvre. Qui va, imaginons par exemple un candidat décider, évaluer que tel parle telle ou telle langue et qu'il la parle bien. Qui est capable de le faire? On sait bien que lorsqu'on doit aller vérifier, le fait qu'un candidat remplit des critères de bonne santé psychique, cognitif et physique, ce sont des médecins assermentés qui en attestent. Qui va attester du fait qu'on maîtrise telle langue vernaculaire? Vous voyez, ce sont des choses qui sont plus faciles à dire parce que ce sont des débats de quartier. Et je suis sûr que cette disposition a été inspirée par les débats qui ont eu cours notamment au Sénégal, où quelqu'un comme Karim Ouad avait, on avait dit qu'il ne pouvait pas être candidat parce qu'il ne parlait pas le Wolof. Mais ce sont des débats de quartier. On ne va pas les mettre dans une constitution. Donc, il faut être proche de sa culture, mais on ne peut pas en faire une obligation. J'ai entendu dire, voilà, j'ai entendu quelqu'un dire sur un plateau de télévision, je crois que c'est un des rédacteurs, qui a dit avec vraiment une morgue mais extraordinaire, dire que la constitution très présidentielle qu'on est en train de proposer, elle est conforme à la culture gabonaise. Mais ça, c'est une insulte à la culture gabonaise. La culture bantou, que ce soit des Pounou, des Fan, des Nzebi, notre culture est au consensus. C'est l'arbre à palabre, ou alors les corps de garde, où on discute. Il n'y a pas un chef. Ça n'existe nulle part. Même les territoires gabonais qui ont vécu sous les empires, l'empire au Congo, l'empire Téké, ce ne sont pas des civilisations ou des cultures où il y avait un chef qui avait le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Les Fan, par exemple, les Fan, par exemple, sont considérés par les anthropologues comme une société acéphale, qui veut dire sans chef. Alors, je ne sais pas où ils sont allés chercher l'idée que le régime autocratique, c'est ce qui est conforme à l'esprit africain. Ce sont des considérations racistes qui sont menées, qui sont dites par un certain nombre de racistes occidentaux et qui sont répétées comme cela par des Gabonais complètement à rebours de la réalité sur le terrain. Moi, je ne me reconnais pas dans un système dictatorial. D'accord. Vous parlez également aussi sur les partis politiques. D'accord? Oui. Je vais lire l'article. C'est bien de lire l'article. Alors, les partis politiques légalement reconnus concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement selon les principes de démocratie pluraliste et participative. Ils sont regroupés en blocs idéologiques dans des conditions fixées par la loi. Ils contribuent à l'égal accès des femmes, des hommes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap aux mandats électoraux dans les conditions fixées par la loi. Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République. Les partis et groupements de partis politiques légaux reconnus bénéficient du financement de l'État dans les conditions prévues par la loi. Ça aussi, votre critique se situe à quel niveau? Si vous avez, puisque vous avez lu cet article, vous voyez déjà la contradiction dans les termes. Dans le libellé même de cet article. On y dit que les partis politiques se forment librement et exercent leurs activités librement. Et si vous remontez dans d'autres, notamment dans le titre préliminaire de toutes les constitutions que nous avons eues au Gabon, on reconnaît la liberté d'association, on reconnaît la liberté d'opinion. Vous voyez, et le fait d'aller imposer aux gens d'aller adhérer à 4 blocs idéologiques contredit considérablement cette disposition. Et c'est pour cela, ça fait partie justement de ce qui m'amène à dire que le CTRI n'a rien à voir avec cette constitution, excusez-moi madame, parce que moi j'ai fait un débat avec un universitaire gabonais qui se trouve être d'ailleurs l'un des rédacteurs et des membres éminents de la sous-commission politique et constitution et régime politique. Et moi je l'ai fait savoir, nous étions plusieurs mois avant que les militaires ne prennent le pouvoir, je lui avais dit que ce qu'ils proposent est une aberration. Comment voulez-vous imposer aux gens d'aller adhérer à un bloc idéologique? L'idéologie, c'est la conception qu'on a du monde.
qui peut vous imposer votre conception du monde. Vous pouvez avoir une conception qui est basée sur la foi chrétienne. Vous pouvez avoir une conception du monde qui est basée sur votre culture, votre éducation. Comment on peut vous imposer cela? Ça n'a même aucun sens. Et la preuve, ça n'existe nulle part au monde. Madame, excusez-moi, dans aucun pays démocratique, ce genre de choses n'existe. Nous sommes en train de repartir dans l'esprit de parti unique où nous avions le PDG comme seule formation politique reconnue, qui avait une vocation totalitaire. Vous ne pouvez pas imposer aux gens, parce que simplement cette personne s'est dit qu'il y a trop de partis politiques, sans même poser la question de savoir qu'est-ce qui peut justifier qu'un pays comme le nôtre ait plus de 140 partis politiques. Je voudrais vous poser la question. Oui. Ne trouvez-vous pas que une centaine de partis politiques pour un petit pays de 2 millions d'habitants, est-ce que ce n'est pas trop? Mais ce n'est pas la question qu'il faut poser, madame. Oui, mais je vous la pose quand même. Madame, même si nous avions 1 million de partis politiques au Gabon, je viens de vous le dire, la démocratie libérale reconnaît la liberté de créer... Je suis d'accord. Je vais expliquer, parce qu'il faut que j'aille au bout de ma pensée. D'accord, allez-y. Nous sommes dans le domaine du libéralisme, mais en politique. C'est l'équivalent du libéralisme en matière d'économie. Il y a ce qu'on appelle la liberté d'entreprendre. Vous êtes libre de créer votre entreprise, bien sûr, sous réserve du respect de l'ordre public. Vous n'allez pas créer, par exemple, une société qui fabrique des armes n'importe comment. Mais vous pouvez vendre tout ce que vous voulez. C'est pareil en politique. Je suis libre de créer mon parti politique pour servir mon ambition personnelle. Qui peut m'interdire d'avoir une ambition politique? Donc, tous ces partis politiques, c'est une mauvaise réponse à une question très mal posée. Il faut commencer à se poser la question pourquoi il y a autant de partis politiques. Les partis politiques, et je crois d'ailleurs que le problème ne sera pas résolu, puisque maintenant il est disposé dans la Constitution que l'État... Madame, excusez-moi, madame. Non, si je ne vais pas au bout de mon explication, nous aurons du mal à nous comprendre. Je dis bien que les dispositions qui ont été ajoutées à cette Constitution, qui consistent justement à aider au financement des partis politiques, justement va amener à un autre foisonnement des partis politiques. Ces partis politiques, et vous le savez très bien, nous en avons parlé. Mais s'il y a 4 grands blocs, il y aura plein de foisonnement. Je vous dis bien que, madame, on ne peut pas imposer des idéologies à qui que ce soit. On ne peut pas vous imposer d'aller penser de telle ou telle manière. Alors, tous ces pays madame, mais il faut quand même réglementer ça. Mais madame, on ne régule pas. La seule chose, madame, ce qui régule les partis politiques, nous sommes sur un marché, le marché politique, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais ce ne sont pas des entreprises. Madame, s'il vous plaît, je viens de vous dire que... Mais ce ne sont pas des entreprises. J'en conviens, madame, je vous dis bien que dans le domaine de la démocratie libérale, il y a le mot libre. Le libéralisme. Attendez, qui a un pendant. La preuve, ça n'existe nulle part dans le monde. La France a autour de 600 partis politiques. Est-ce qu'on connaît tous les partis politiques de la France? Comment j'ai dit que ça se régule tout seul? Ça se régule parce que, madame, ça se régule au niveau des élections. Les électeurs votent pour vous ou ne votent pas pour vous. Là, si nous avions, madame, si nous avions été dans une vraie démocratie où il y a une vraie compétition politique, beaucoup de partis disparaîtraient d'eux-mêmes. On ne peut pas réguler par la force de la loi, sinon ça s'appelle du totalitarisme. On continue. Et je ne suis pas surpris que les gens qui proposent ce genre de choses soient des grands pédégistes. Je suis d'accord. Là, vous me donnez un argument assez convaincant. Mais les États-Unis, les gens ne le savent pas. On ne connaît que le Parti démocrate, le Parti républicain. Il y a plus de 100 partis politiques aux États-Unis. On va avancer et je reconnais que vous me donnez un argument intelligible. Et j'adhère parfaitement. Merci, madame. Ça se régule lors des votes, c'est bien. Ça se régule. Alors, on continue. Donc, on continue. Alors, que pensez-vous de l'article 192, justement, qui propose de l'immunité accordée aux militaires qui ont perpétré le coup de libération? Ça vous gêne aussi? Bon, écoutez, vous savez, on a décidé de faire de cette constitution un fourre-tout, où on trouve tout et n'importe quoi, les torchons et les chiffons. Bon, personnellement, je ne vois pas trop les... C'est faux ce que vous dites, oui, non, je pèse mes mots, madame. Je trouve... Et vous assumez, alors? Non, je dis bien que je pèse mes mots. Ça veut dire que je sais le mot que j'emploie. Vous pouvez me faire grâce que je connais un minimum le français. Non, en réalité, je n'en doute pas. Hein. Voilà, je ne vais pas porter de jugement dans le fond. Mais je trouve qu'au niveau de la forme, une loi d'amnistie c'est un peu comme si vous donniez un chèque en blanc à quelqu'un. Et en plus, il n'est pas question seulement des militaires, il est aussi question des civils. Parce que si vous préconisez une loi d'amnistie, il faut que les gens sachent pourquoi, justement, l'amnistie est demandée. Les militaires ont libéré le peuple gabonais est consentant. Alors, qui est-ce qui va remettre en cause cela? Qui serait tenté d'aller traduire en justice les militaires pour avoir libéré le peuple gabonais? Voilà, c'est la seule interrogation que je ferai. Voilà. Alors, mais ça ne me gêne pas plus que cela. D'accord, nous sommes vers la fin de cette émission. Déjà? Non, madame Ondonguema, écoutez, non. Mais avant de conclure, moi je vais demander à monsieur Helmut que vos émissions durent 3 heures. Ça, c'est... D'accord, il vous entend de toutes les façons. Oui, non, il faut 3 heures. Alors, donc, dans votre très médiatisé texte, je vous cite.
les 181 amendements proposés par la Constituante pourraient tirer le CTRI d'affaire. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là que c'est une... Vous dédouanez complètement le CTRI tout au long de votre texte. Pourquoi? C'est le CTRI qui a convoqué le dialogue national inclusif. Vous refutez déjà le fait que le projet de constitution soit l'émanation de cette volonté-là. Eh bien, c'est le CTRI aussi qui a mis en place le comité constitution national. Bon... Mais déjà, le fait que vous mentionniez le comité constitutionnel national, vous vous rappelez, lorsque le calendrier des réformes institutionnelles a été décliné, il n'y avait pas de comité national constitutionnel. Ça veut dire que ça a été ajouté. Moi, je comprends parfaitement les militaires, hein, le CTRI. Le CTRI est venu avec l'ambition de réformer les institutions. Si on leur montre telle ou telle personne en disant, voilà des personnes qui sont outillées intellectuellement pour livrer un bon travail, mais... à leur place, moi, je leur aurais fait confiance. Je n'allais pas forcément présager que ce qui allait être proposé, ce sont des vieilles recettes qui ont été prises à gauche à droite et que finalement, ça poserait des problèmes. Moi, justement, mais justement, c'est du copier-coller. Et justement, le fait même que le président du CETRI, indépendamment du fait qu'il avait été question qu'après le dialogue national, on aille directement à la constituante, se soit décidé à créer un comité constitutionnel, ça veut dire qu'il n'a pas envie d'avancer à la hussarde, qu'il écoute vraiment les Gabonais et qu'il veut que le texte qui sortira de ce processus soit un texte aussi consensuel que possible pour plaire à tout le monde. C'est pour cela que je dis que moi je ne peux pas en vouloir au CTRI. Ce sont des militaires, ils ont fait confiance à des Gabonais, notamment des collègues à moi. Moi, quand je parle, je ne m'adresse pas aux militaires, je m'adresse à personne d'autre. Les critiques que j'énonce, ce sont des critiques que j'adresse à mes propres collègues de l'université dont je nie la qualité de rédacteur de constitution. Les choses que je discute, je me dis, ce sont des gens qui n'ont pas été totalement honnêtes. Moi, si on m'avait demandé à moi d'aller rédiger cette constitution, j'allais refuser. J'allais dire, je ne suis pas qualifié. On ne peut pas aller endosser quelque chose dont on n'a pas la compétence. Et ceci qui explique que nous soyons maintenant là devant un texte qui pose certainement, qui gêne aux entournures, certainement les militaires. Et heureusement encore, vous imaginez un peu si la constituante avait été une vraie constituante, elle est disposée de 2, 3, 4 mois. Mais je vous garantis que ce texte aurait été envoyé à la poubelle. J'ai entendu quelqu'un dire que non, les amendements, ça peut concerner les virgules. Cette personne confond un compte rendu qu'on peut amender en ajoutant une virgule. Là, nous sommes dans le cas des amendements. Les amendements qui sont des avis motivés. Donc, il ne s'agit pas simplement de virgule. Il s'agit là du fond. S'ils avaient eu disposé de suffisamment de temps, moi, je vous garantis, il y aurait eu plus de 801 amendements. D'accord. Alors, dernière question pour boucler l'émission. Aujourd'hui, le projet de texte alimente tellement le débat public, vraiment, il est agité. Et quand on va sur le terrain, on se rend compte que dans le camp du oui, que le camp du non, de toutes les façons, le oui et le non sont vraiment très serrés. La compétition est très serrée. Exact. Alors, si jamais le non l'emportait sur le oui, selon vous, est-ce que ça signifie que le non au référendum, c'est le non contre le président Brice Clotaire? Non, mais certainement pas. Et il y a des gens qui ont envie d'associer le nom du président de la transition le lier au référendum. C'est très malhonnête. Ah, c'est de la haute malhonnêteté. Moi, je préfère ne pas envisager même l'hypothèse du non. Nous sommes encore dans le cadre du débat, vous l'avez dit, vous avez cité Nietzsche, jaillit la lumière. Nous avons encore la possibilité d'amender ce texte, d'en faire un texte qui soit consensuel. Si ce texte-là répond aux standards dont je parle, moi, je serai le premier à aller défendre la position du oui. On ne peut pas lier le président de la transition, il veut réformer les institutions, il veut le bien du Gabon. Comment est-ce que des gens ont, en plus des parlementaires, ont le courage, et d'ailleurs même, vous imaginez que ce sont les mêmes qui ont voté la loi, la nouvelle loi électorale, le nouveau code électoral, qui indique bien à quel moment la campagne pour un scrutin est ouverte et qui se permettent justement de violer la loi qu'eux-mêmes ont votée en allant battre campagne et en anticipant même sur la campagne pour une élection présidentielle à laquelle le président du CETRI n'a jamais annoncé, en tout cas officiellement, qu'il serait candidat. D'accord. OK. Docteur Robial Assogobian, en tout cas, merci pour toute cette lumière que vous projetez dans le fond de votre texte qui fait beaucoup polémique, hein, parce que il a été largement relayé. Je crois qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de polémique. Bien sûr. Vous avez permis de lever tous les équivoques éventuels. Je vous ai fait venir sur ce plateau justement pour lever les équivoques. Et je vous en sais gré, madame. Et pour comprendre exactement quel était votre problème réel avec ce projet de texte. Je vous en sais gré. Je veux que nous ayons un bon texte, que ce soit un texte qui agrée à tous les Gabonais et qui réconcilie les Gabonais avec les militaires qui sont venus les libérer. Et surtout, voilà qu'on mon ne objectif. trompe pas le président. Qu'on ne trompe ni le peuple, ni le président.
par des manœuvres qui sont des manœuvres nombrilistes. D'accord, voilà. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. On se retrouve mardi prochain à 21h.